Bonjour à tous. Alors, on va poursuivre ce séminaire dédié aux ressources en quittant la terre ferme, en allant plus sur le domaine maritime, en accueillant M. François Ollier, président directeur général de l'Ifremer, pour parler de la question des ressources marines. Alors, il y a un petit changement dans le déroulé de la table ronde. On avait prévu un temps de dialogue autour des politiques de l'eau sur terre et sur mer, mais Virginie Dumoulin, qui était invitée à une contrainte de dernière minute qui ne permet pas d'être présente, c'est pas grave, ça va nous laisser beaucoup plus de temps pour nous consacrer à la mer. C'est un sujet particulièrement riche. Alors, pourquoi on tenait à évoquer ces questions de ressources marines, à la fois parce qu'on va reparler d'énergie, on va reparler de ressources minérales, mais que ça nous ouvre également sur la question qui est tout à fait centrale de gestion des ressources biologiques, avec la question de la politique commune de la pêche et la manière dont l'Ifremer contribue à apporter les données scientifiques qui permettent de mettre en œuvre et d'ajuster cette politique. Il y a une dimension européenne également dans cette politique commune de la pêche et plus largement dans les travaux qui sont conduits par l'Ifremer. Et puis ça nous ouvre également un certain nombre de perspectives concernant les interactions entre les données de la science et la manière dont on met en œuvre et on élabore des politiques de gestion des ressources. Alors, je vais donc passer la parole très rapidement à François Ollier. François Ollier, vous êtes président directeur général de l'Ifremer depuis 2018. Vous avez occupé de nombreuses fonctions dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur. Vous avez dirigé l'INRA, l'Institut de recherche agronomique. Vous avez dirigé l'Alliance à l'Envie, qui est le consortium de recherche sur les sciences de l'environnement. Et vous avez également présidé l'Université Sorbonne Paris-Cité. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous passer la parole pour nous présenter ce que fait l'Ifremer, premier institut français, l'un des plus grands instituts mondiaux et européens de recherche sur la mer et principal acteur donc sur ces questions en France. Voilà, je vous passe la parole pour nous présenter ce que vous faites à l'Ifremer et on aura ensuite un temps d'échange et de prise de questions du public. Je vous remercie. Écoutez, merci. Bonjour, j'espère que tout marche bien et qu'on entend. Ça a l'air d'être le cas. Merci pour l'invitation à laquelle j'ai répondu bien volontiers. Donc, je comprends qu'effectivement, le format de la table ronde a un peu changé puisque je me retrouve seul à intervenir. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'interrompre pour des questions à un moment ou à un autre. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir cet échange parce que sans en faire un sujet de fixation et ayant beaucoup œuvré sur les écosystèmes continentaux, je trouve, peut-être est-ce encore un effet de ma foi de converti, que les dimensions marines, maritimes sont en général fortement sous-estimées, masquées ou ignorées. Et donc, voilà, je crois que c'était intéressant de ce point de vue-là. Et puis, je m'en excuse pour celles et ceux qui suivent, mais je vais revenir par rapport, j'ai suivi la fin de la première table ronde, et moi je vais revenir sur des choses qui sont à certains égards plus terre à terre, on va très centré sur un objet, mais en même temps, ce qui se disait tout à l'heure peut avoir des échos dans ce qui est évoqué maintenant. Moi, je voulais vous parler de trois choses. Rappeler, avant de venir sur la question pour laquelle vous m'aviez sollicité au départ, qui était la gestion soutenable des ressources halieutiques ou la pêche durable, vous redire quand même deux, trois mots sur les grands enjeux sur l'océan parce que ça pose la question soutenabilité, durabilité. Elle est, y compris dans la formulation même des grands enjeux océaniques tels qu'ils sont voilà, en général exprimés. Et puis après, donc, la partie ressources halieutiques et pêche durable. Et je voudrais ouvrir sur deux autres types de ressources marines qui se trouvent être plutôt des ressources physiques que des ressources visantes. Mais si je ne vais pas les traiter au fond, mais c'est juste pour vous indiquer qu'elles me semblent poser des questions en termes de soutenabilité qui ne sont pas tout à fait les mêmes que sur la pêche à cause des échelles de temps ou des échelles spatiales ou de la nature même de ces ressources ou pour des raisons qui sont conjoncturelles. Bon, sur les sciences marines, donc sur la diapositive qui vient après, moi j'avais prévu, alors je ne sais pas, vous les voyez les diapositives? Parce que moi je ne les vois pas en même temps qu'elles passent, donc oui, voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, en général, quand on présente les enjeux globaux pour l'océan, on a aujourd'hui, nous à l'Ifremer, l'habitude de dire qu'il y en a
qu'on peut identifier trois, très globalement. C'est d'abord une frontière de la connaissance. On ne sait pas grand-chose sur l'océan par rapport à ce qu'on sait sur la Terre. Après, on va me dire qu'on en sait pas assez sur la Terre aussi. Voilà. La deuxième chose, c'est que c'est un grand bien commun à préserver. C'est une expression, par exemple, reprise par le président de la République dans des sommets internationaux, Congrès mondial de la nature, bien commun. Et troisièmement, c'est une nouvelle frontière économique. Et donc, on n'est pas loin de l'oxymore maximal, puisqu'on va vouloir préserver quelque chose qu'on ne connaît pas et exploiter et développer quelque chose qu'on souhaite préserver et qu'on ne connaît toujours pas bien. Voilà, enfin, je le dis de cette manière-là, mais il y a. Et donc, par rapport aux enjeux de soutenabilité ou de durabilité, voilà, il y a tout de suite dans cette expression très compacte voilà, des formes de paradoxes qui s'expriment. Alors ensuite, bon, c'est quoi sur la diapo, qui doit être celle que vous voyez là, les grands enjeux, si on essaye d'illustrer, voilà, l'océan joue un rôle essentiel dans l'interaction avec le système Terre, enfin, il est une composante du système Terre, c'est lui qui absorbe en gros plus de 90% de la chaleur accumulée à cause du dérèglement climatique, là, les émissions de gaz à effet de serre. C'est une biodiversité exceptionnelle, mais dont on ne connaît pas grand-chose. J'y reviendrai dans un instant, mais on dit qu'il y a 239 000 espèces hors micro-organismes qui sont connus dans l'océan, mais qu'il y en aurait entre 1 et une dizaine de millions. Voilà, c'est à peu près donc on est dans ce genre d'incertitude massive, et avec une diversité d'habitats depuis les grandes profondeurs jusqu'à la surface qui est extrême, et donc sans doute des ressources biologiques potentiellement exploitable. Bon, puis après, l'océan, c'est juste à côté le littoral, 60% de la population qui vit à côté. Et puis, c'est un milieu qui nous nourrit, puisque 17% des protéines animales, elles viennent globalement, je ne parle pas pour la France, mais de l'océan. Alors, c'est aussi un espace, sur la diapo d'après, un espace voilà, géostratégique et un réservoir de ressources. Hein. Il y a quand même 90% des marchandises échangées dans le monde qui passent à un moment ou à un autre sur un bateau. Donc c'est quelque chose de considérable. Alors c'est pas le sujet de l'Ifremer, mais ça fait partie des éléments importants. L'OCDE nous dit que c'est un espace, que les économies maritimes ou les différentes filières sont un sujet plutôt en développement par rapport au développement général de l'économie, donc c'est plutôt appelé à croître, avec toutes les prudences qu'on peut mettre sur ce genre de projection. Mais enfin, voilà, c'est plutôt un domaine ouvert qu'un domaine en contraction. Et puis, c'est vrai, dans le cas des énergies marines renouvelables, très clairement, c'est vrai plus encore à concrétiser sur, par exemple, sur les usages pour la santé. Et pour terminer, donc c'est un milieu qui est mal connu, notamment parce que nous n'en connaissons ou nous n'en voyons que la surface, alors que pour l'essentiel, l'océan est profond. Il est mal connu pour les raisons que j'évoquais sur la biodiversité, et puis c'est un milieu qui est fortement fragilisé. On entend tous parler des pollutions, on sait tous qu'elles viennent de la Terre, donc le chiffre, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on dit 8 millions de tonnes de déchets plastiques par an dans l'océan, et puis il y a l'élévation du niveau de la mer avec plus de 3 mm, que ce soit 3,2 ou 3,4. Et tout ça, ça se traduit par une prise de conscience internationale et nationale, et j'ai rajouté une phrase, ça doit être sur la diapo d'après, encore après même d'ailleurs, parce que j'en ai peut-être sauté, voilà, j'en ai passé quelques-unes, excusez-moi, c'est que l'océan lui-même, il est fini. Et c'est pas forcément quelque chose qui était si évident que ça. J'aurais pu le citer après, mais au XVIIe siècle, et c'est resté très présent dans nos esprits. Il y avait Grotius qui écrivait la pêche en mer est libre, car il est impossible d'en épuiser les ressources. Et cette idée-là, elle est vraie sur la pêche, mais elle est vraie aussi sur la biodiversité marine. On va dire que c'est un formidable réservoir, mais idée d'infini. C'est vrai sur les ressources minérales profondes. Donc cette idée d'immensité, elle est battue en brèche. Et la deuxième idée qui est battue en brèche et qui est importante dans un contexte de soutenabilité, c'est que par ailleurs, l'océan qu'on imaginait comme stable, il se réchauffe comme le reste, il monte. On sait qu'historiquement, autant à l'échelle des temps géologiques, son altitude a varié, mais on n'a pas forcément complètement pris en compte cette notion du fait qu'il est dans un système dynamique.
Donc ça se traduit par toute une série d'initiatives qui sont voilà, des initiatives du G7 que je n'ai pas rappelé ici, notamment sur la pollution plastique ou sur l'observation de l'océan. Ça se traduit par les objectifs de développement durable avec un objectif qui est dédié, mais plusieurs autres objectifs qui sont liés à l'océan, sur les énergies, sur la santé, sur la sécurité alimentaire, sur le changement climatique. L'océan est implicitement ou explicitement présent. Et puis, ça s'est traduit aussi, par exemple, par un rapport de l'IPBES, le panel sur la biodiversité en 2019, qui a alerté, pas que sur la biodiversité marine, hein, il a alerté sur toutes les formes de biodiversité, mais sur la biodiversité marine, qui a alerté sur le fait qu'elle était effectivement menacée. Elle était d'abord menacée par les changements d'usage à terre et en mer, ensuite par la surpêche, donc je vais y venir maintenant, ensuite par le changement climatique et après par la pollution, si on essaye de hiérarchiser les sujets. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour planter le décor, mais je reviens sur cette idée que ces trois grands enjeux, la frontière de la connaissance, le bien commun à préserver et la nouvelle frontière économique, il y a voilà, une forme de contradiction dans l'énoncé même. Enfin, en tout cas, la question de la soutenabilité est tout de suite posée, quoi. Voilà, donc ça c'était un peu pour poser le cadre. Après, je voulais donc venir dire quelques mots sur, enfin un peu plus sur la partie sur laquelle vous m'aviez sollicité. Donc en gros, c'est la diapo d'après, la soutenabilité de la pêche et de l'aquaculture, et en regardant plutôt la question de la pêche. Et sur ce sujet-là, un peu comme vous l'avez dit en introduction, vous dire à la fois comment elle s'apprécie, cette soutenabilité, puis comment la recherche publique est impliquée dans les processus d'expertise qui permettent de prendre des décisions et puis de renseigner sur le niveau de soutenabilité. Alors, pour une diapo assez simple, pour situer la question, bien que l'effort de pêche continue d'augmenter, c'est-à-dire bien qu'on continue d'avoir des navires plus puissants, éventuellement un peu plus propres, enfin surtout plus puissants, qu'on ait une capacité de capture plus grande, on ne capture pas plus. Et donc depuis, mettons les années 90, il y a une stabilité, même s'il y a eu une légère reprise ces dernières années, une stabilité du niveau de capture en mer. Et en même temps, il y a un accroissement de l'aquaculture, et l'aquaculture, pour le coup, n'est pas qu'une aquaculture marine, c'est aussi une aquaculture terrestre, hein, enfin, ou continentale, ou parfois littorale, mais enfin terrestre, qui y a. Donc, et si la pêche stagne, alors que les moyens de capture ont tendance à augmenter, c'est bien parce qu'on a touché des limites de soutenabilité globale. Alors, sur la diapo d'après, vous allez voir une vision très globale de ce qu'on appelle la soutenabilité des pêcheries. Alors ça, c'est pas une soutenabilité en biomasse ou en volume, c'est une soutenabilité appréciée espèce par espèce, et selon un critère qui est un critère très technique, qui est le critère du rendement maximal durable. C'est-à-dire que pour une espèce particulière, on essaye de calculer par des modèles plus ou moins simples ou compliqués quel serait le niveau de capture, de pêche, qui permet en même temps un renouvellement de la population de telle manière qu'on soit au rendement maximal et durable. Alors c'est une approche dite par stock. Je déteste cette expression de stock, donc qui me paraît antinomique de la notion même de soutenabilité, et puis même antinomique de quelque chose qui s'applique à des ressources vivantes. Donc ça l'a dit, c'est quand même la terminologie qui est en vigueur à la fois en France ou à l'échelle européenne. Et ce que vous voyez en gros, c'est que depuis 1974 et jusqu'à 2017, la proportion d'espèces ou de populations qui sont exploitées de manière durable tend à baisser, que la proportion de populations qui étaient sous-exploitées, et c'est pas forcément grave de les sous-exploiter, hein, elle a tendance aussi à baisser, et que celles qui sont pêchées de manière non soutenable, au sens du critère que je viens d'évoquer, elle a tendance à augmenter. Donc ça, c'est l'image mondiale. Cette image mondiale, elle n'est pas tout à fait la même. Si vous venez maintenant effectivement sur cette diapositive un peu colorée, elle est assez différente quand on regarde l'Europe et la France, puisqu'aujourd'hui, et je ne vous ai pas mis 2000, mais la proportion de population de poissons, pour éviter donc le taux de mot stock, qui sont pêchés de manière
soutenable au sens du rendement maximum durable a augmenté significativement depuis 2000 à 2020. Cela dit, on n'a pas atteint l'objectif de la politique commune des pêches, parce que l'objectif de la politique commune des pêches, ça aurait été que tout soit vert en 2020 ou que tout soit vert ou jaune en 2020. Alors qu'en fait, vous voyez bien que dans cette petite infographie, vous avez donc en gros 47%, mettons la moitié, qui sont gérés durablement. Vous en avez 13% qui sont en voie de reconstitution. Puis vous en avez en rouge et en orange 18%. Puis vous en avez quand même quelques pourcents qui sont effondrés, donc dans un état absolument déplorable. Et je ne parle là que des débarquements en France. Et puis vous en avez des pourcentages sur lesquels on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas parce qu'on ne les mesure pas. Au passage, moi j'ai une carrière forestière. Cette notion de rendement maximum durable, c'est le même genre de choses que vous retrouvez sur la gestion durable des forêts initialement, historiquement, pas forcément aujourd'hui, mais on retrouve le même genre de critères où on met en regard le taux de renouvellement des populations, des biomasses, de poissons ou d'arbres, et puis le taux de prélèvement qu'on applique. Mais c'est des critères qui, on le verra tout à l'heure, sont quand même assez datés, hein, d'une certaine manière. Donc cette situation sur la diapo d'après, on peut dire le vert en France se remplit. Il se remplit notamment au titre donc d'une politique commune qui est renseignée par les scientifiques et par la recherche publique, mais française ou internationale. Alors, ça n'empêche pas donc des situations assez contrastées, hein, selon les espèces et selon les zones, puisque vous avez là donc une sorte de, pas de florilège, mais de cartographie d'un certain nombre d'espèces. Donc, vous voyez que la situation est bonne ou en voie d'amélioration. Par exemple, le thon rouge de Méditerranée, dont on parlait il y a une dizaine d'années comme une espèce en voie de disparition très menacée, est aujourd'hui en voie de reconstitution. C'est pas encore parfait, mais c'est en voie de reconstitution. C'est en voie de reconstitution parce qu'il y a eu une diminution des captures. Cette diminution est même renseignée par des organismes de recherche dans leur activité plus d'appui aux politiques publiques. Puis vous avez des espèces pour lesquelles ça se passe pas bien. Par exemple, le merlu en Méditerranée, ça ne convient pas. Au passage, donc, ce qu'on appelle les stocks en général, c'est la conjonction d'une espèce et d'une zone. Donc, vous voyez bien que derrière ça, il y a qui dit espèce ne dit pas écosystème, ne dit pas communauté. On ne vous parle pas du fait que les espèces se nourrissent sur du plancton, il y a des zones de frayère et de reproduction. Et puis vous avez des zones qui apparaissent, mer Celtique, mer du Nord, golfe de Gascogne. Enfin, ces zones sont jointives et voilà. Le thon rouge que vous pêchez en Méditerranée, il a pu faire un détour dans l'Atlantique. Donc on a une vision de la soutenabilité qui ici est vraiment très technique ou technicienne, ou techniciste, enfin je ne sais pas comment le qualifier, et qui n'est pas forcément écosystémique. Et si on fait un focus sur la Méditerranée, ben vous voyez que c'est une des zones dans lesquelles on est en situation de plus grande fragilité en France et en Europe, avec finalement assez peu d'espèces qui sont dans des situations satisfaisantes, une espèce en voie de reconstitution qui est le thon rouge, et puis une espèce qui est quasi effondrée, qui est le merlu, donc qui se traduit par aujourd'hui pas des préconisations, mais des décisions de la Commission européenne et des États membres avec une réduction de l'effort de pêche, parce que de fait, il y a une forte pression sur cette population. Le point qui est délicat d'ailleurs, c'est quand on veut techniquement instruire cette notion de soutenabilité, c'est que finalement, sur les 274 espèces débarquées en Méditerranée, il n'y en a que 8 qui sont évaluées. Donc, c'est les 8 que vous avez sous les yeux, si je ne m'abuse, et donc, il y en a plein qui ne le sont pas. Donc, on intuite que la situation n'est pas satisfaisante, mais on n'a pas nécessairement les éléments pour le documenter. Alors, quel est le rôle d'un institut comme l'IFREMER ou de ses homologues à l'étranger, c'est la diapo d'après, dans la politique commune des pêches? En matière de politique commune des pêches, il y a donc des règlements, des décisions qui sont prises alors à la fois au niveau de la Commission, du Conseil, et puis qui sont aussi validées par le Parlement européen. Donc ça, c'est l'espace. Et là, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Il y a notamment auprès de la Commission européenne un conseil spécial qui s'appelle, alors en français, ça doit être
c'est STEP ou STEF. Enfin, bon, il y a un comité particulier qui informe la commission de manière indépendante sur l'état des ressources halieutiques. Puis il y a aussi un conseil international de l'exploration de la mer, le CIEM, qui fournit aussi un certain nombre d'avis. Et puis chacun des États produisent des avis. Donc nous, à l'IFREMER, on a à peu près 80 experts qui sont mobilisés ponctuellement chaque année pour fournir des avis et des recommandations sur la coquille Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc, aussi bien que sur le thon en Méditerranée. Et pour produire ces avis, ben, on fait des grandes collectes de données. Alors des collectes de données en mer aussi bien que des collectes de données à terre au moment des débarquements, pour pouvoir apprécier l'état des populations, à la fois leur démographie et puis les biomasses telles qu'elles existent. Donc j'ai donné quelques ordres de grandeur. Il y a en gros 6 grandes campagnes océanographiques tous les ans, de la mer du Nord à la Méditerranée, et puis à peu près 8 millions d'euros par an portés simplement pour le coût de ces campagnes. Alors, le premier message que j'avais là, c'est que finalement, cette vision, enfin, je crois l'avoir dit, que cette vision de la soutenabilité, elle est très technique, ou techniciste, ou technicienne. Elle est un peu datée, et c'est pas une critique de ce que nous faisons ou de ce que font mes collègues, c'est le cadre dans lequel on évolue actuellement, qui est un cadre validé par les États et par l'Europe. Mais clairement, c'est cette approche par stock, et elle est loin d'une notion de soutenabilité écosystémique ou socio-économique. Elle est vraiment centrée sur les espèces prises une par une. Et donc, on est amené aujourd'hui à élargir les points de vue, donc non seulement à regarder les populations de poissons, mais aussi à regarder un peu la génétique de ces populations. On est amené forcément à regarder les filières et puis les métiers des pêcheurs. On est aussi amené à mettre le système pêche dans son écosystème et à regarder globalement voilà, comment les poissons se nourrissent, où est le plancton, et je vais l'illustrer dans un instant, où il n'est pas, etc. Et puis on est aussi amené à considérer qu'on n'est pas dans un environnement stable, parce que l'océan se réchauffe, les populations de poissons se déplacent, et donc là où on avait mis des limites entre la mer Celtique et le golfe de Gascogne, ces limites elles existent toujours sur une carte, mais les qualités d'eau sous-jacentes, les températures de l'eau sont plus tout à fait les mêmes. Donc ça a des impacts sur l'observation et les données, puis ça a des impacts aussi sur la manière de faire la biopolitique publique en essayant d'aller vers plutôt des scénarios intégrés où on ait l'ensemble poissons, hommes, milieu et climat. Alors j'ai illustré ça sur quelques exemples après, mais très, très rapidement. Premier exemple sur la diapo, je pense, d'après. Et je ne veux pas vous embêter, ça doit être la diapo d'après, où il y a écrit « Nouveaux défis pour l'observation ». Elle arrive, elle va arriver. Mais je vous ai dit, actuellement, on fait des campagnes océanographiques. Donc, c'est des campagnes qui coûtent cher. Hein. Une campagne, c'est, voilà, il y en a 6 et ça coûte 8 millions d'euros. Donc, une campagne, c'est à peu près 1 million d'euros pour à peu près 3 semaines. Enfin, c'est l'ordre de grandeur, 4 semaines en mer, enfin, quelque chose comme ça. Et ça consiste à notamment faire des traits de chaleur, récupérer des poissons, regarder leur âge, leur taille, des choses comme ça. Alors, il y a des techniques complètement nouvelles qui consisteraient à prélever de l'eau et puis à regarder les traces d'ADN qu'il y a dans l'eau et les traces d'ADN laissées par les poissons. Donc, ça, c'est des techniques complètement nouvelles qui permettraient d'appréhender la biodiversité globale, celle des poissons comme celle des autres organismes vivants. Et ça pourra changer complètement la vision qu'on a de l'état de l'écosystème marin, non seulement la fraction qui nous intéresse économique, celle qui est pêchée, mais aussi celle sur laquelle cette fraction pêchée se nourrit. Mais voilà, techniquement, c'est pas au point, hein, mais dans 5 ans, dans 10 ans, clairement, on aura des résultats en la matière. On a aussi d'autres techniques pour essayer d'aller comprendre ce qui se passe sur les récifs coralliens. Sur la diapo d'après, pour faire écho, il y a des travaux au changement climatique, il y a des travaux qui sont faits, alors soit en aquaculture, soit plutôt, y compris dans une perspective de population sauvage. Et on s'intéresse aux effets du changement climatique sur la biologie de l'huître perlière en Polynésie française.
et à l'effet de l'acidification des océans sur les poissons et sur leur reproduction et puis leur métabolisme. Et donc, on voit bien, on imagine que ce qui nous paraissait acquis en termes de cycle de vie d'une espèce et de capacité à se reproduire n'est pas acquis, en fait. Et donc, tous les schémas conceptuels qu'on avait pour analyser la soutenabilité, ils sont potentiellement, ils doivent être évolués. Et puis, pour terminer sur cette partie écosystème et espèces face au changement global, vous dire un mot sur la diapo d'après, sur un sujet qui illustre bien voilà, les difficultés, deux difficultés auxquelles on peut faire face. Le thon rouge. Alors, on se dit le thon rouge de Méditerranée, très bien, mais depuis qu'on a mis en place sur 3 ou 4 thons, ou 5 thons en l'occurrence, qu'on avait prélevé au large de Malte, depuis qu'on leur a mis des balises sur le dos et qu'on les a suivis pendant un an, au moins 3 de ces thons, on a découvert que le thon rouge pêché à Malte, on peut le retrouver en Méditerranée un an après qu'il soit allé jusqu'au large des États-Unis. Et donc, vous voyez bien que cette notion géographique un peu simplette que j'évoquais tout à l'heure, elle est battue en brèche ici. Deuxième exemple, on constate en Méditerranée, mais c'est aussi vrai dans le golfe de Gascogne, que la taille des sardines et des anchois se réduit. Alors, c'est embêtant pour la filière qui est à l'aval, c'est clairement. Donc, on s'est dit au départ, enfin, une des hypothèses, c'était qu'il y avait de la surpêche. C'est pas une question de surpêche. En fait, il semblerait bien que ce soit lié à la baisse de la qualité du plancton. Donc à ce que consomment les sardines et les anchois. Et on voit bien que donc il faut considérer ces sardines et ces anchois dans leur écosystème. Alors pourquoi est-ce que le plancton change? C'est peut-être les apports venant du Rhône et puis un certain nombre de choses qui sont liées au lien terre-mer. Ça peut être le changement climatique lui-même, mais voilà, ces changements de composition du plancton ne sont pas liés à l'activité humaine directe de pêche, ils sont liés à d'autres formes de modification environnementale. Donc tout ça pour vous dire que cette vision de la soutenabilité, très bien instrumentée au niveau européen, avec donc des dispositifs assez lourds, avec une politique qui marche quand même, puisque là, elle n'a pas marché aussi bien que ce qu'on voulait, mais elle a quand même marché. Cette vision-là, elle est forcément un peu battue en brèche dès qu'on regarde les choses de façon un peu plus globale. Pour terminer sur ce point-là, et puis dire que donc, la pêche et l'aquaculture sur la diapo d'après, c'est des sujets qui sont quand même importants. Donc, dans un établissement comme l'Ifremer, alors en mélangeant les deux, on a quand même près de 200 équivalents temps plein qui travaillent sur cette question. On fait à la fois de la surveillance et de l'expertise et on distingue ça de nos activités de recherche. Et vous voyez que c'est assez significatif. Au global, les 170 ETP, ça doit faire une bonne vingtaine de millions d'euros qui sont dédiés à la pêche et à l'aquaculture, mais il y en a à peu près la moitié qui va sur la surveillance et l'expertise. Donc si on veut documenter une politique commune des pêches, ça consomme pas mal de moyens. Voilà. Si vous voulez bien, enfin, avant de passer à la suite sur les ressources hydriques, je vous propose deux, trois questions sur le volet biologique, parce que je trouve ça, d'abord, merci beaucoup pour votre présentation, elle est très, très claire, très riche, et ça montre bien que la question de la soutenabilité, elle est vraiment centrale sur la gestion d'un écosystème, qui est l'écosystème, d'écosystèmes au pluriel, qui sont les écosystèmes marins, et puis sur la gestion de ressources biologiques. J'avais une question plus particulière sur l'articulation, en fait, entre les données de la science et l'élaboration de politiques publiques, parce qu'à ma connaissance, la politique commune de la pêche est sans doute la politique qui a poussé le plus loin, je dirais, l'utilisation des données de la science ou l'apport des données de la science. On a longtemps dit que la politique commune de la pêche était en gros l'héritier ou la traduction, l'application au domaine maritime d'une politique agricole commune au niveau européen, mais on est sur des logiques qui sont finalement très très différentes. Et sur d'autres types de ressources, notamment sur les ressources minérales, sur les ressources énergétiques, la contribution des données de la recherche ou des données de la science à l'élaboration, à la mise en œuvre des politiques publiques me semble en tout cas plus ténue. Comment cette articulation-là, vous l'apercevez? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce que voilà, il y a une transcription qui est facile des données de la recherche dans la concrétisation politique? Et puis l'autre question, comment les pêcheurs perçoivent cette contribution de la recherche? Est-ce que c'est quelque chose d'assez fluide là aussi? Est-ce que c'est facile? Alors d'abord, effectivement, il y a vraiment tout un appareil qui a été mis en place
Je vais l'illustrer d'une autre manière. Et puis je réponds comme ça au passage aux questions. Quand on fait le bilan pour un établissement comme l'IFREMER, on est un organisme de recherche, donc on est régulièrement interrogé sur combien de crédits européens on a été capable de mobiliser ou de lever, comme tous les organismes de recherche. Donc on regarde notre contribution, enfin ce qu'on a pu obtenir de la part de Horizon H2020, qui était le programme cadre qui s'est échoué. On a eu 2 fois moins d'argent, alors qu'on est plutôt bon à H2020. On a un meilleur taux de succès que nos collègues français ou européens en général. Voilà. Alors qu'on est bon sur H2020, on a eu 2 fois moins d'argent au titre de la recherche dans H2020 que nous n'avons eu d'argent au titre des directives cadres qui encadrent justement cette articulation entre expertise scientifique et politique publique. Pour donner des ordres de grandeur, on a dû avoir un peu plus de 30 millions d'euros au titre de H2020 dans un établissement qui est somme toute assez petit, l'IFREMER. On a eu plus de 60 millions d'euros au titre voilà, du FEAMP et du fonds européen qui est dédié à ce genre de choses. Donc voilà, donc, premièrement, il y a des moyens assez importants qui sont mis. Ensuite, il y a véritablement, moi j'ai rencontré le commissaire européen actuellement qui s'occupe de ces questions au Congrès mondial de la nature à Marseille il y a une quinzaine de jours, ou 3 semaines, il a dit spontanément la même chose que ce que dit le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture en France, j'en ai connu maintenant 2, c'est vos données, on les prend telles quelles et on ne les change pas. Après, on prend des décisions, mais il y a une sorte de foi dans la qualité de la donnée, dans sa rigueur, et qui, voilà, que moi j'ai découverte, puisque je ne viens pas de ce monde-là, mais qui est exprimée assez spontanément. Alors après, des fois, ça plaît ou ça plaît pas. Quand on dit qu'il n'y a plus de merlu en Méditerranée, ça peut tousser, mais ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui est fait, qui est réel. Ensuite, ça amène d'ailleurs les États parfois à prendre des décisions dans lesquelles il y a une sorte d'arbitrage entre la réalité, mettons, écologique de la population visée ou du stock visé, et puis de l'économie. Donc, des fois, c'est peut-être pas la recommandation technique qui est parfaitement suivie immédiatement, mais dans la durée, le signal, il y a une sorte de sincérité de la transmission entre le signal scientifique et la manière dont il est traduit. Mais c'est pas forcément année par année que c'est respecté. Au passage, on a une vraie difficulté de compréhension par les pêcheurs et par les autorités publiques. Moi, je me suis occupé d'inventaire des ressources forestières au début de ma carrière. Donc, on a le même sujet et on n'est vraiment pas dans le domaine agricole. Les forêts et la pêche, c'est à peu près le même genre de conception, avec des cycles longs et puis des ressources naturelles qu'on exploite, mais pas des choses. L'aquaculture, c'est comme l'agriculture, mais la pêche, c'est pas l'agriculture. Et donc, je me suis un peu perdu en m'éloignant, mais le parallèle avec le système forestier et la gestion durable des forêts. Oui, mais je ne sais plus ce que je voulais dire sur cette question-là. Si, la grande différence qu'il y a, c'est que les ressources marines, et ça c'est vrai, ce sera vrai des ressources physiques qu'on évoquera tout à l'heure quand c'est les ressources minérales, on ne les voit pas. On ne les voit que quand on les a exploitées. Nous n'avons aucun accès direct à ces ressources-là. Je ne dis pas que c'est facile de voir tous les arbres sur une photo aérienne ou sur des pixels de satellite, mais il y a une question d'accessibilité qui est délicate. Donc, on est sur des sujets où l'évidence n'est pas forcément bien partagée. Et surtout et donc elle est souvent indirecte. C'est des données avec lesquelles on fait des modèles mathématiques et statistiques. C'est de ces modèles qu'on dérive des indicateurs, et c'est sur ces indicateurs-là que la décision est prise. Et comme en plus, on n'a pas de vérité complètement objective, tangible, il peut y avoir contestation. Et il y a même, donc ça renvoie à la question des pêcheurs, et 2, il peut y avoir variation d'une année sur l'autre. Il se trouve que les modèles sous-jacents, pour faire très simple, et ça varie selon les espèces, ressemblent à des modèles démographiques, et qu'au fur et à mesure que vous acquérez des données, vous vous êtes amené, y compris à réviser vos diagnostics passés. Et donc, il peut y avoir des variations dans les diagnostics en interannuel qui semblent être des variations techniques, scientifiques. Et je ne dis pas que les chercheurs changent d'avis, mais enfin, voilà, leur outil se raffine progressivement.
Et donc, il y a certainement un peu de difficulté dans la compréhension et dans l'appréhension de ces choses. Les pêcheurs, je pense, alors je ne connais pas la diversité des pêcheurs, mais je crois qu'ils portent une assez grande attention à ce qui est fait. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont ravis quand ils voient arriver. Enfin, je pense, ils ont compris. Ils ne sont pas toujours ravis des avis qui arrivent, mais je pense qu'ils ont compris la distinction qu'il y avait entre celui qui fournit un avis et qui étudie le sujet, et puis celui qui prend la décision, en Conseil des ministres. Voilà, ce n'est pas les chercheurs qui prennent la décision, même si il reste, de façon anecdotique et que personne n'y voit de malice, il reste des divergences d'appréciation. Ça m'a été peu dit, mais ça m'a été dit une ou deux fois, du type vos chercheurs nous disent qu'il n'y a plus de telle espèce à tel endroit, et nous, on continue d'en pêcher. Ils devraient aller voir là où il y en a. La question de la morue à Terre-Neuve, c'est exactement cette histoire-là. C'est-à-dire que les gens voyaient, enfin, les techniciens, entre guillemets, ou les scientifiques, les experts, voyaient qu'il y en avait de moins en moins, mais les pêcheurs en pêchaient toujours. Mais ils allaient les chercher dans les endroits où il en restait, jusqu'au jour où ces endroits-là ont disparu. Et il n'y en avait plus. Et donc, oui, il peut y avoir une divergence d'appréciation sur un moment ou un autre. Mais j'ai l'impression que le rôle des scientifiques est plutôt mieux acté que ce qu'on imaginerait. Merci beaucoup de votre réponse. Enfin, c'est éclairant pour nous, au-delà du sujet ressources d'aujourd'hui, sur la manière dont on articule globalement sur les enjeux de soutenabilité au sens très large du terme, donner de la science et puis élaboration de politique publique. Je trouve ça très riche. Vu que le temps passe très vite, je vous propose de continuer et de nous présenter rapidement les quelques diapositives qui vous restent sur la question des ressources physiques avant de prendre une ou deux questions du public. Pour terminer, juste un mot qui me vient à l'esprit, c'est autant dans l'Hexagone, on est assez performant, enfin Hexagone au sens voilà, Europe continentale, autant on a quand même un sujet de progrès sur les outre-mer, avec des pêches très diverses, beaucoup d'espèces, c'est un peu comme la Méditerranée, les outre-mer en pire, c'est-à-dire beaucoup d'espèces pêchées simultanément, et donc l'approche par stock ou par espèce, elle ne marche pas. Et puis derrière, des décisions de politique publique qui ne sont pas que des questions de quotas de pêche, qui sont aussi des décisions sur les infrastructures. Au sens, est-ce qu'on renouvelle des flottilles de pêche et dans la politique publique, d'ailleurs en matière de pêche, c'est à la fois est-ce qu'on prélève peu ou beaucoup, et puis dans quels endroits on prélève ou à quel moment de l'année, et c'est aussi de quelle flottille ou quel armement pour les pêcheurs et quelle aide à la construction de nos monnaies. Et la question de la soutenabilité, il faut vraiment la regarder sous ces deux angles-là. Bon, sur les ressources physiques, je voulais illustrer en deux diapos deux sujets qui sont complètement différents, mais qui sont d'actualité. Sur la première de ces deux diapos, c'est la question des énergies marines renouvelables, où on voit aujourd'hui, bon, quelle que soit la forme de l'énergie marine renouvelable, il y a un potentiel considérable, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, dans le domaine marin, que ce soit la houle, l'éolien, le thermique, l'hydrolien, enfin bref, il y a des moyens. Il y a des objectifs qui ont été fixés dans le Green Deal, avec notamment tout ce qui est éolien au départ fixé, posé, et puis de plus en plus à venir l'éolien flottant. La France n'est pas très développée en la matière, mais il y a aujourd'hui toute une série de projets qui sont en train d'être déployés, et ça pose des questions de soutenabilité qui ne sont pas du tout les mêmes que celles sur la pêche. Alors, la première question, c'est qu'il faut choisir les bonnes zones pour qu'il y ait du vent régulièrement. Il faut choisir les bonnes zones pour que les impacts potentiels ne soient pas trop grands, par exemple sur la pêche, mais aussi sur la biodiversité marine. Il faut aussi que ces impacts ne soient pas trop grands en termes de conflits d'usage, donc, et notamment de conflits d'usage avec les pêcheurs. Et puis, il faut regarder la question de la soutenabilité sur le cycle de vie de ces installations, parce que là, on est au départ. Et donc, on voit plutôt les choses sous l'angle de où faut-il mettre les champs. Mais finalement, quand on regarde les impacts sur le milieu marin, il y a trois grandes phases. Il y a la construction, où il y a quand même, voilà, c'est du chantier, quelle que soit la manière dont on le fait, donc les impacts sont d'une certaine nature. Il y a ensuite l'exploitation,
pendant 20, 30, 40 ans, enfin un certain temps. Et là, peut-être que les impacts sont c'est pas les mêmes populations vivantes qui peuvent être exploitées. C'est pas. Et puis il y a la fin de vie. Il y aura peut-être un démantèlement, voilà, un recyclage. Il y aura quelque chose. Donc les énergies marines renouvelables me semblent poser voilà, des questions de soutenabilité qui sont en mer, mais pas du tout les mêmes que sur la pêche. Et je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et l'autre sujet, donc les ressources, enfin les énergies marines renouvelables, c'est un sujet d'actualité. Ça se déploie, hein, ça va se déployer, ça va continuer à le faire. L'autre sujet qui, lui, n'est pas déployé aujourd'hui, c'est les ressources minérales des grands fonds, donc c'est la diapo d'après. Donc d'abord pour dire que sous ce terme-là, il y a des choses complètement variées. Vous avez des cheminées hydrothermales, c'est des fumeurs, vous avez des encroûtements de cobalt sur des monts sous-marins, puis vous avez des nodules polymétalliques posés au fond de la mer. Donc c'est des objets très différents les uns des autres. Ce qui est intéressant en la matière, c'est que tout ce qui est en haute mer, pas ce qui est dans les zones économiques exclusives, est géré ou gouverné par une instance internationale, qui est l'Autorité internationale des fonds marins. Donc, sur ce sujet-là, la question de la soutenabilité, on va l'apprécier dans un cadre qui est spontanément international. Alors, tout à l'heure, la pêche, c'était européen, parce que les poissons se déplacent et qu'il faut avoir une vision un peu collective. Les énergies marines renouvelables, on est souvent dans du local, même si les décisions publiques ont été prises au niveau européen ou après au niveau national. Enfin, la baie de Saint-Brieuc, c'est la baie de Saint-Brieuc, quoi. Je veux dire, c'est assez local, même si après l'énergie, elle veut servir à tout le monde. Puis alors, sur les ressources minérales des grands fonds, on est vraiment dans un contexte où la pensée, notamment dans les eaux internationales, elle est a priori globale. Il y a aujourd'hui des contrats d'exploration qui existent sur ces ressources. Et donc, c'est à la fois un enjeu de connaissance, donc on fait de l'exploration physique, ça fait longtemps, ça fait un certain temps, plusieurs dizaines d'années, voire un siècle, qu'on sait qu'il existe des nodules, par exemple. Et donc, mais combien, quelle teneur, quels minéraux, donc il y a un enjeu de connaissance. Il y a un deuxième enjeu de connaissance qui est plus récent, c'est qu'on a découvert que ce n'était pas des lieux inertes, c'est des lieux de vie, des lieux de biodiversité, c'est des écosystèmes particuliers, ça repose pas sur la photosynthèse, ça repose sur la chimiosynthèse dans un certain nombre d'environnements, donc c'est complètement différent. Donc, avant d'aller exploiter ces choses-là, il faut qu'on sache quand même à quels objets on est en train de toucher, quels écosystèmes on est susceptible de perturber. Donc, il y a un deuxième enjeu de connaissance qui est venu se greffer, qui est fascinant en termes de recherche. Et puis alors après, en termes de soutenabilité, le temps de reconstitution de ces ressources-là, voilà, faire des nodules, on n'est pas à l'échelle séculaire, hein, là on est à l'échelle même pas millénaire, donc c'est très très long, donc c'est vraiment pas une ressource renouvelable. Le temps de restauration d'un écosystème qui aurait été dégradé, on a commencé à faire quelques manips, on voit que la biodiversité revient, mais elle revient en qualité, mais elle ne revient pas en biomasse très vite, puis on n'a aucun recul sur ces sujets-là. Et en même temps, ce sont des ressources qui sont réputées critiques pour la transition énergétique. Alors, le sont-elles ou ne le sont-elles pas, c'est en soi en même temps un sujet un peu économique, technique, industriel. Voilà. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur cette nature de ressources, parce qu'elle me paraissait, voilà, la question de la soutenabilité ne se pose pas du tout dans les mêmes termes que précédemment, et on se retrouve même avec des sujets, il y a une prise de position très claire du président de la République à Marseille sur ce sujet, il faut la connaissance sur ces milieux-là pour pouvoir prendre des décisions de manière éclairée, mais vous avez il y a pu y avoir des interrogations de certains sur si on ne savait rien, ce serait presque mieux, ça éviterait d'aller les exploiter. Mais en même temps, on a découvert de la vie que parce qu'on y est allé. Voilà, donc on retrouve un peu mon oxymore initial sur la connaissance, la conservation et voilà, l'exploitation éventuelle des ressources marines en général. Je trouve que voilà, c'est un sujet où on sent bien toutes les tensions qu'il peut y avoir. Merci beaucoup François Ollier. Alors l'heure est passée très vite, a tourné très vite, donc normalement on devrait s'arrêter. J'ai juste quand même une petite question pour vous, parce que ce que vous pointez là, c'est un sujet qui est assez transversal depuis qu'on a commencé à réfléchir sur ces questions de soutenabilité. Vous avez bien présenté la question de la mesure, de l'indicateur, de la nécessité d'avoir une vision systémique, de prendre en compte les interactions. Mais il y a la question de l'échelle territoriale, la bonne échelle pour traiter des enjeux de soutenabilité.
On voit bien qu'entre ressources minérales, énergétiques et halieutiques, ce ne sont pas forcément les mêmes niveaux, on va dire, d'élaboration, de mise en œuvre des politiques publiques qui est intéressant. Mais il y a quand même une tendance à préconiser pour ces ressources une gestion très macro, y compris au niveau international. En ce qui concerne les ressources halieutiques, est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de politique mondiale de la pêche, ou est-ce que ça reste totalement utopique? Et quelle est votre perception par rapport à tous ces enjeux sur l'intérêt qu'il y aura à une meilleure intégration internationale? Il existe déjà des organisations régionales des pêches, un peu comme on peut considérer que la politique commune des pêches est une forme d'organisation régionale au niveau de l'Europe. Donc il existe des organisations régionales dans les différentes zones. Hein. Donc, de fait, ce sujet-là est déjà un peu traité. Alors, c'est pas mondial, mais c'est par grandes régions, par grands secteurs, par grands domaines. C'est pas toujours instrumenté avec les mêmes niveaux de précision que j'ai par ailleurs pu critiquer ou semblé critiquer que ce qui se fait en Europe. Et donc, voilà, je pense que la situation européenne est plutôt une situation favorable. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de choses, pas mal d'outils qui sont mobilisés. Le moment où ça commence à devenir délicat, si vous prenez les populations, par exemple les thonidés, je ne suis pas un spécialiste de la pêche, moi, mais les thonidés, j'ai l'impression dans le Pacifique, ils se promènent, ou dans l'océan Indien, là, ils bougent beaucoup quand même. Et ils vont bouger à cause du changement climatique. Donc, à un moment, il faut effectivement avoir une vision assez globale du sujet, et peut-être pas se limiter à des visions qui soient trop régionales. Se superpose à ça une politique publique qui est une politique internationale, hein, des engagements qui ont été pris, par exemple, par le président de la République à Marseille. Les aires marines protégées, un objectif de 30% d'aires marines protégées en 2030, dont 10%, si je ne m'abuse, seraient protégées de façon assez stricte. Donc ça quand on prend un engagement de ce type-là, et la France est plutôt, voilà, et pas le dernier de la classe en la matière, donc c'est plutôt, on n'est peut-être pas les meilleurs, mais enfin, bon, mais cet engagement, il est international. Il va venir percuter les politiques communes, les politiques régionales des pêches. Donc de fait, parce que là, on va travailler un peu différemment. Vous avez après la question de la haute mer. On voit bien que sur la haute mer, sur les fonds marins, c'est l'autorité internationale des fonds marins. Et par ailleurs, il y a une négociation internationale qui s'appelle Biodiversity Beyond National Jurisdiction, qui est en cours de négociation, BBNJ. Donc oui, il y a besoin d'articuler des choses qui sont faites régionalement, dans les zones économiques exclusives, régionalement un peu au-delà, et puis plus globalement, oui, il y a besoin de ça. Et puis il y a vraiment une question de constante de temps. Hein. Population de thon, on a pu restaurer une population de thon une quinzaine, mettons une vingtaine d'années. Voilà. Il y a d'autres ressources qui ne sont pas sur les mêmes constantes de temps. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ces réponses et puis pour votre présentation. J'ai trouvé vraiment très très riche, très complémentaire de ce qui nous a été présenté ce matin. De manière générale, le regard sur le vivant est toujours très intéressant en complément de ce qu'on peut faire à France Stratégie traditionnellement sur un regard plus économique ou sur les ressources minérales ou énergétiques. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je passe la parole peut-être juste pour conclure la séquence à Hélène et pour préciser éventuellement la suite des événements pour cet après-midi. Oui, merci Julien. Alors, il y avait une petite question sur les liens avec la première table ronde sur les questions de sobriété. Est-ce qu'une manière de gérer de manière soutenable les stocks de poissons, c'est de moins en manger? Et donc, le rôle du consommateur aussi dans cette démarche de soutenabilité. Je ne sais pas si vous voulez en dire un dernier. On voit bien, alors on voit d'abord des labels se mettre en place, qui posent d'ailleurs des questions du type, parce que selon qu'il est pêché ici ou là, la même espèce va être pêchée dans un système qu'on va qualifier de soutenable ou durable ou pas. Donc il faut regarder le lieu d'où vient le poisson. Voilà. Donc ça, c'est un sujet. Donc il y a pas mal de labels qui se mettent en place. C'est vrai qu'à un moment, comment dire, si tout le monde se met, là, par exemple la France mange plus de poissons, de kilos de poissons par an que la moyenne des Européens,
Si tout le monde se met à avoir un régime français qui peut par ailleurs avoir quelques bonnes propriétés en termes nutritionnels, immanquablement, ça ne va pas le faire au niveau de la planète. Donc la question de la sobriété, alors là au sens de la consommation alimentaire, se pose. La question des modes de production se pose aussi en aquaculture. Il est clair que donner des farines de poissons à des poissons qu'on élève, c'est pas quelque chose de durable. Ça, voilà, ça, il y a des évidences comme ça. Oui, donc la question de la sobriété est une question. Mais alors ça, c'est vrai de tout ce qui tourne autour de la sécurité alimentaire. On vient de sortir un rapport hier sur les enjeux d'alimentation et de durabilité. Merci beaucoup. Donc, on va clore cette première partie de notre séminaire. On se retrouve à 14h pour justement discuter des leviers, pour élaborer et concevoir des politiques publiques sobres. Merci à tous et bon appétit. À tout à l'heure. Merci, au revoir. Merci. Merci.